perspectives d'aventure et de liberté qu'offrent ces images ne peuvent que nous faire rêver. Toutefois, au début du siècle, il en était tout autrement. Engin de pêche privilégié chez les Acadiens, la goélette était beaucoup plus un instrument de survie qu'un objet de loisir. Même si elle faisait la fierté des nombreux pêcheurs, la goélette, c'est aussi un symbole, celui d'un métier dur et difficile qu'ont appris nos ancêtres. La goélette comme telle fait partie de la tradition et de l'histoire des Acadiens, surtout ceux qui vivent le long de la mer, d'une façon essentielle et importante. À cause également de la technologie de l'époque et de la situation géographique de la péninsule acadienne ou de la péninsule gaspésienne, puisqu'on parle de la baie des Chaleurs, on se contentait de faire une pêche plus ou moins côtière. Donc on pêchait au maximum à quelques kilomètres des côtes dans des chaloupes. Peut-être de 15 à 18 pieds où l'on partait très tôt le matin pour revenir à la fin de la journée. Donc c'était une pêche quotidienne qui ne nécessitait pas des bateaux équipés pour y vivre dedans plusieurs jours. Par contre, très rapidement, avec l'installation en plus grand nombre de compagnies britanniques qui sont venues et avec l'évolution des techniques de pêche, on a commencé à remplacer ces petites chaloupes par des goélettes à 2 ou 3 mâts qui partaient de 30 pieds de long jusqu'à 70 pieds de long. Ce sont ces bateaux-là qui, à partir de 1840-1850, ont été les engins de pêche utilisés par les Acadiens, et ça jusqu'à 1940. Même si depuis les années 40, des engins de pêche plus modernes ont remplacé les goélettes, n'en demeure pas moins que certains pêcheurs ont respecté la tradition. Si quelques-uns d'entre eux pêchent encore sur des goélettes d'époque, datant parfois de plus de 100 ans, ils sont quand même rares. François Lantaigne est l'un de ceux-là. Vous autres, est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez, cette goélette-là? Oui, 32 ans. 32 ans. Est-ce que vous avez toujours fait la pêche avec cette goélette-là? Oui, tout le temps. Ici à Caraquette, est-ce que vous êtes vous-même le premier propriétaire depuis 32 ans? Non, il y a eu un autre avant nous autres, il l'a eu 2-3 ans. Ça, c'est nous autres qui l'a eu. Est-ce que c'est vous-même qui l'avez acheté? Ou non, c'est mon père qui l'a acheté. Votre père faisait la pêche aussi? Un bateau à moteur, t'es pas en sécurité. Tu t'en vas à la pêche, tu sais pas quel temps ça va manquer, le moteur. Puis si t'as pas de well, nous autres, on a un autre well, là, qu'on met en avant. Hein. Mais comme ils l'ont fait manque, on va s'en venir ici. François Lantaigne, père, est un vieux pêcheur qui a plus de 70 ans de métier. La strasse sur laquelle il a pêché pendant plus de 36 ans date déjà du siècle dernier. Et à cette époque, la pêche qui se pratiquait n'était en rien comparable à celle pratiquée de nos jours. Moi, quand je pêchais la tralle. J'avais 8000 crocs de tralle. Avec des pianos, là. Ils sont au village, mes pianos, je les ai donnés au village. J'avais 8000 crocs. J'ai pris des coups de tralle de 12 000 livres de morue. Au large du Goulet, là, puis une fois au large de Bonaventure. 12 000 livres d'un seul coup de tralle. Comment est-ce que vous faisiez ça, la pêche à la tralle, comme ça? C'était un piano, là. Tous les crocs étaient accrochés sur des rods. Puis moi, je mettais ce côté-là, puis l'autre côté-là. Quand on avait une boîte, s'il y a qui coupait la boîte, ben, ils mettaient dans la boîte, on faisait ça. Dans 2h30, on jetait 80 lignes de tralle à l'eau. 80 lignes à la mer, cela veut dire plus de 6000 crocs ou hameçons. C'est donc de cette façon que se pratiquait la pêche à la morue, la principale pêche de l'époque. Ferdinand, Martin, Xavier et Jean-Paul font aussi partie de cette génération de valeureux pêcheurs. On faisait la morue salée, tranchée sur le bateau, puis salée. Le midi, on tranchait, on faisait une tranche, puis le soir. Mon père, lui, il tranchait la morue. Puis il y avait une grosse cuve, là. On voyait c'était dedans, pour la laver, puis un autre dans la cale qui salait la morue. Tant que nous, on a pêché aux îles de la Madeleine, on mettait notre morue un mois dans les bateaux, dans le sel. On partait au mois, moi je partais au mois, puis je venais chez nous, puis je descendais ça, puis je mettais ça dans les tanks, puis je mettais ça dans le sel, puis je faisais rien chasser ça l'automne, puis je m'en allais pour un mois, puis je venais back. Arrivée au port, cette morue était placée sur des vigneaux pour la faire sécher. Dans un premier temps, cette morue n'était pas destinée à la vente puisqu'elle ne servait presque uniquement qu'à nourrir les grandes familles de l'époque.
Le marché était à peu près inexistant et il a fallu attendre la venue des compagnies jersiaises pour voir naître une véritable industrie de la pêche. Il y a toute une communauté d'affaires au début, à la fin du 18e siècle, après la conquête anglaise, qui décide d'exploiter d'une façon beaucoup plus agressive et beaucoup plus commerciale la pêche à la morue dans le golfe Saint-Laurent. Et c'est pas par hasard que ces jersiers-là, et en particulier la compagnie Robin, viennent s'installer dans les communautés acadiennes. On les voit à Passepébiac, en Gaspésie, où il y a beaucoup d'Acadiens, à Caraquette, à Chétican, en Nouvelle-Écosse, à l'île Madame également, au Cap-Breton, des endroits où il y a des Acadiens, parce que ces pêcheurs-là, ces exploiteurs-là plutôt, savaient très bien que les Acadiens, dépourvus de toute ressource, seraient, une main-d'œuvre à bon marché et une main-d'œuvre docile. Vous parlez d'exploiteurs. Est-ce que c'était vraiment cela? Comment ça se faisait exactement? Dans tous les sens du terme, dans les bons et surtout dans les mauvais. C'est-à-dire que c'était une exploitation axée sur, le contrôle de la pêche à la morue. Donc, on contrôlait les prix que l'on offrait aux pêcheurs. Et également, c'est qu'on contrôlait les biens de consommation qu'avaient besoin ces pêcheurs-là. Donc, tous les plans, les postes de traite de poissons étaient disposés de la façon suivante avec un acheteur de poissons et un vendeur de marchandises, et il n'y a jamais d'argent qui se transigeait. Donc, c'était toujours du troc. Et quand c'était l'exploitant qui contrôlait et le prix de la morue et le prix de la marchandise, vous n'avez qu'à imaginer le scénario. Et c'est peut-être pas pour rien que les Acadiens ont été dans une dépendance économique et encore des problèmes de rattrapage économique en 1987. L'hiver, le monde qui avait besoin, bien, il allait acheter à crédit là. Puis, ceux qui n'auraient pas été les robins, il y en a qui auraient mouru de faim. Quand il y avait besoin de farine l'hiver, bien, il allait sur Robin, toutes sortes d'affaires, puis Robin, il les donnait à manger. Comment ça se passait par la suite pour dans l'été, ben, quand il vendait du poisson, il prenait ça sur le poisson. Comme ça, pour vous, les Robins, ça a été une espèce de... Ouais. Il y a bien du monde. Des vieux, quand les Robins amenaient ici, il a vendu la Saint-Éclair, c'est une caraquette. Notre grand-père a une caraquette. Le poisson ne se vendait pas. Alors, il n'y a pas un poisson qui se vendait. Il faut reconnaître ceci, c'est-à-dire que la situation déplorable économique des Acadiens pendant tout le 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle est en grande partie imputable à ces compagnies-là. Par contre, ces compagnies-là ont eu l'avantage de faire de nous, Acadiens, de véritables pêcheurs et de très bons pêcheurs. C'est que les compagnies britanniques se tenaient très à jour, surtout pendant le 19e siècle, dans les techniques de pêche. Et la pêche, peut-être plus que n'importe quel autre métier, demande une tradition. On a besoin, à toute fin pratique, d'eau salée dans les veines. Et c'est peut-être ce que les Jersiais ont pu nous offrir. Et on le remarque, là où étaient ces compagnies jersiaises, il y a encore une exploitation commerciale du poisson en 1987, et où il n'y était pas, il n'y a plus de pêche qui se pratique. Donc, il y a au moins ce côté positif-là, c'est qu'on a maintenu ici une tradition de pêche, une tradition qui, heureusement, a été prise en main un peu plus tard par les Acadiens eux-mêmes. Même si les Acadiens sortirent peu à peu de leur misère après avoir trouvé un marché pour écouler leurs poissons, il n'en demeure pas moins que le métier de pêcheur à l'époque n'en était pas un de tout repos. Et aujourd'hui, plusieurs pionniers sont encore là pour en témoigner. Moi, j'ai commencé avec mon père, j'avais juste 7-8 ans, je sais bien, quand il m'a amené à bord de la Goélette. Puis on partait pour 6 jours, 7e jour. Hey, c'était sacré, ça ne voulait pas travailler le dimanche. C'est pas maintenant, là. À partir du village, c'est le vent qui nous menait. S'il faisait calme, ben, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de moteur, ni jusqu'à la base un petit copeau. Puis on éclairait avec un fanal à paraffine. Mais est-ce que vous avez tous commencé à pêcher aussi jeune que ça? Vous, Ferdinand, est-ce que vous avez commencé à pêcher jeune? 12 ans. En 1914. Moi, j'ai commencé en 1908. Et vous aviez quel âge dans ce temps-là? J'avais 9 ans. Je suis né dans l'autre siècle, Quel âge que vous avez maintenant? 87. Vous, Jean-Paul, est-ce que vous avez commencé aussi à pêcher jeune? J'ai commencé à pêcher à 8 ans. À 8 ans, puis à 13 ans, j'étais capitaine de la Goélette. 13 ans, j'étais capitaine, c'est moi qui étais le boss, ça va. On n'avait pas d'eau pour se laver. On avait seulement qu'un petit baril d'eau. Il fallait s'en aller à 8 jours ou 15 jours. Je ne pas laver, on avait le visage blanc de la crête. Par l'eau salée. Par l'eau salée. Vous aviez seulement de l'eau pour boire. Pas le salange.
On se levait pas la semaine, là. On n'avait pas On d'eau. n'aura pas de la semaine. Nos parents voulaient plus nous avoir en santé de 600 heures. Et vous dites que vous partiez pour une semaine jusqu'à 15 jours aussi? Des fois des mois, des mois. Vous l'avez-vous avec un petit baril d'eau pour 15 jours? Faut les en garder pour boire, faire du thé. On manquait d'eau, on manquait d'eau. Et la nourriture, quelle sorte de nourriture est-ce que vous ameniez Du avec pain de Saint-Doux, évidemment. Puis quand ça venait en fin de semaine, ben, le pain était tout moisi. On a mis des gros biscuits, des gens de glace, ils appelaient ça. C'est comme ça le pain. C'était dur, assez dur. C'est comme du fer, ça. Faut ça chouer dans ça compte. Il va se voler dans les yeux. À partir de la maison avec 2 sacs de pain, puis une douzaine d'œufs, puis un morceau de l'or. C'était de la viande. Petit peu, j'étais gros de même, puis pas de lait, mais dans le thé. Puis de la viande salée, c'était ce temps-là. Bon, oui, il n'y avait pas de bœuf, ça. En 1914, moi, j'ai fait côte au petit Chipagan, la grosse tempête de 14, qui n'a perdu 2 équipages complets. Les terriaux, puis les... je me rappelle plus ça, les Albert, là. Ils ont perdu 4 à Miscou, ils ont chaviré. Nous autres, on a fait côte au petit Chipagan, on a été 35 à la côte. 35 bateaux. Je me trouvais dans une tempête, assez que le vent, ils nous ont dit à l'île du Prince-Édouard qu'il va être 120 000 à l'heure. Puis des Guadeloupe qui s'est perdu la vie. Il a fait Edgar Haché, Edgar Amadé, qui a bien. Puis il y a des membres de Saint-Simon qui a perdu la vie pareil. Puis nous autres, on s'est retrouvés dans cette tempête-là, avec une des plus vieilles Guadeloupes qu'il n'y avait pas. C'est la plus vieille Guadeloupe, on était les 4 frères à bord. Puis quand c'est arrivé dans cette tempête-là, dans la nuit, quand on se levait pour essayer à faire ancrer l'ancre, pour se mouiller, se mettre on ne pouvait pas se mettre à l'abri, on était en pleine mer. Puis il y avait des vagues, c'était aussi haut comme des montagnes. Puis nos voiles, là, on n'avait plus de voiles pour s'en venir à Chupagan, on va dire, OK. Toutes nos voiles à déchirer à moitié, toutes par l'embout. C'était tout déchiré par le vent et la pluie. Parce qu'avant ça, vous aviez pas de moteur dans ces... Pas de moteur dans la Guadeloupe, il n'y a pas de moteur. Ça nous a pris une journée et demie pour se rendre à Chupagan, après ça, un bon vent, là, qu'on avait, c'est pour une vente arrière, pour s'en venir à Chupagan. On n'a jamais été à l'eau après. Ils savent, eux autres, là, parce que remonter le bateau, il n'y avait plus... C'était un écoré, ça. Oui, un écoré. L'Acadie, qu'elle s'appelait. C'est pas un erreur comme ça. L'Acadie. C'est quelle était la différence entre le nez carré et le nez rond, là? L'étrave est ronde, mais l'autre, elle l'étrave carrée. Les nez ronds, les nez carrés, 2 types de goélettes sur lesquels ont évolué nos pêcheurs acadiens. C'est sur l'un de ces modèles que Donald Lacroix a construit son propre bateau, le Joe Frédéric, du nom même de son grand-père. Il a donc opté en quelque sorte pour le maintien de la tradition. J'ai bâti un bateau à hareng pour pêcher le hareng au filet maillant, bateau ponté, mais j'ai donné l'allure d'une goélette avec le nez rond, le derrière, penché de même, qui peut prendre des voiles, peut-être des grosses voiles, mais qui peut prendre des voiles. Il faut en mis une, il faut en mettre 2 autres. Ça, c'est pour aider le moteur. Tu sauves sur le carburant. Quand il y a une bonne brise, tu mets 3 voiles, là, ça pousse en arrière. Ça fait que ça, c'est moitié traditionnel à moitié moderne. Ici, les goélettes, les premières goélettes, c'était les nez carrés. Le nom le dit lui-même. Le nez de la goélette était pas mal à plan. Hein? Puis, il y avait 2 morts. Il y avait les voiles là-dessus. Elle était un petit peu plus petite que les nez ronds qui sont venus par après. Alors, le nez rond, on le dit par lui-même. Hein? Les goélettes appellent le nez en rond. Un peu sur le style des Blue Nose, là, avec 2 morts. Habituellement 5 voiles, une grande voile, une misaine, puis 2 jibs en anglais, en français c'est FOC, F-O-C, c'est bien comme ça. Puis une 5e voile dans les mots qu'on appelait, je ne sais pas le terme français, là, les vieux appellent ça un stay-sail, mais c'est un stay-sail, hein? En anglais ça vient, en français ils disent le mot. Maintenant le mot français là, il m'échappe là. Alors, c'était le nez rond avait aussi le derrière penché comme ça, mesurait, disons, de 45-46 à 52 pieds. Seul mon grand-père
avait 51 pieds. Puis, ils étaient bâtis une quille assez creuse, puis aussi pour faire la voile. Auteur, compositeur, interprète, diplômé d'université, professeur, Donald Lacroix a choisi avant tout de se consacrer à la pêche qu'il aime. C'est sur le Joe Frederick qu'il pratique la pêche à la morue et au hareng d'automne, alors qu'au printemps, la pêche au homard se fait sur un bateau plus moderne. Mais pourquoi choisir un métier que plusieurs jugent difficile, astreignant et exténuant? J'ai toujours désiré de pêcher avant de mourir. Puis là, quand j'avais dépassé la quarantaine, j'ai dit c'est le temps, parce que le moteur a commencé à brûler d'huile. Ça fait que c'est temps que je commence à pêcher. C'est un risque d'un côté quand tu es bien habitué là, à être fonctionnaire. Toute la lignée, je suis de mon grand-père, Joe Lacroix, son père Frédéric, Joe Frédéric. Joe Lacroix a pêché toute sa vie, Frédéric et tout. Ça, le père à Frédéric Olivier, ben, j'ai même des documents datés de 1887, signés, pas signés, parce que mon arrière-grand-père ne veut pas écrire, il avait signé ça avec un X, là. Il avait acheté de la marchandise chez les Robins, puis il avait fait créditer ça à sa golette qui s'appelait la golette Sainte-Anne. Alors, tu vois, c'est tous des navigateurs, c'est tous des pêcheurs, la lignée. Puis on a continué la tradition. Ouais, ben, était petit gars, là, mon père m'achetait un doré à rame. Un doré, on appelle ça un doré, c'est deux bouts de pointu. J'avais 13 ans, je pense. On s'avait équipé de trappes au mort. On avait un moyen gris, 7 trappes, 7 la première année. Deuxième année, on a monté à 25. Troisième année, mon frère puis moi, à 75. Après ça, on a monté ça à 125. On pêchait ça, on n'était pas mécanisé, on levait tout ça à la mer. Puis au début, c'était un petit bateau à rame, dans la baie. On faisait ça. Puis tu peux voir, ça nous a resté dans le goût. Hein. Fait que j'ai commencé à ce tour-là, mais ça, là, c'est des souvenirs d'enfance qui te marquent. Hein. Puis si tu prends goût à ça, là, après ça, tu vas revenir à ça. C'était une maladie. Est-ce que vous regrettez votre choix? Ça paraît plus. Ah, mon Dieu. Mais parfois, c'est dur quand même. Tu peux trouver une plus belle atmosphère qu'à Madagascar. Il fait beau, il fait soleil, personne ne te pousse, il n'y a pas grand trafic, pas de lumière rouge. Quand on entend, personne ne me pousse. On a tous pêché nos cages au mort. J'aurais aimé qu'il n'arrive plus, mais on tire vers la fin de la saison. Tu t'en propre bosse. Tu voles quand tu veux. Puis tu t'en viens quand tu veux. Puis tu t'en vas au rythme du bateau. C'est pas question de courir au quai là-bas. Tu ne peux pas marcher sur l'eau. Tu prends le temps que le bateau va prendre, puis tu te rends. Puis... Je sais pas, ça ralentit un homme, moi, surtout. Moi, j'étais un gars pas mal, tu sais. Là. Tu te capes l'équerre, puis... Est-ce que c'est ça que vous cherchez, en fait, là, cette liberté qu'il y a sur la mer? Oui, moi, ça, c'est une place là, pour réfléchir. Tu prends le temps d'évaluer les choses, toutes les valeurs de la vie, les choses, la famille, tout ça. Tu penses, tu jongles à ça parce que commence à prendre de l'or, puis il va y avoir un bout. Hein. Ça fait que à essayer de tout évaluer qu'est-ce qu'il va y avoir au bout. Puis comment me rendre là. Puis prendre la vie jour après jour, puis vivre pleinement aujourd'hui. C'est ça que j'essaie à faire. Puis ça, on a sur ma sens, ça t'aide à ça, à se motiver sur la mer. L'évolution des méthodes de pêche, la mécanisation, la modernisation de l'équipement à bord, voilà qui rendent le travail en mer moins difficile. Mais à une époque où l'on n'avait pour équipement que la force de ses bras, un courage et une volonté de faire, c'était une toute autre histoire. Et je ne commencerai jamais cette vie-là que j'ai faite là. Parce que quand j'ai arrêté de pêcher, on a été dans la misère. Puis quand on a arrêté de pêcher, ben, on s'est retrouvé dans le paradis. T'sais. Sur la terre, puis on pensait de mourir dans ce temps-là si on a arrêté la pêche. T'sais. On a dit si on reste à terre, qu'est-ce qu'on fait pour gagner notre vie? T'sais. Mais c'est là qu'on a commencé à vivre quand on a resté à terre. À la pêche, c'est une vraie misère noire. Puis je ne recommencerai jamais cette vie-là. Jamais. Les autres, dans le temps,
on faisait pas d'argent parce que le poisson n'avait pas de prix. On travaillait pour rien. Si vous étiez à commencer sur des goélettes, est-ce que vous recommenceriez? Non. Avec un engin, puis avec un winch hydraulique, des affaires comme ça. Oui, c'est le fun parce que ça barce moins. Il y a des voiles là-dessus. Mais des bateaux comme ça, des bateaux n'ont pas de voiles, là. Seigneur que ça berce. Tu peux pas dormir là-dedans. Mais avec des voiles, ben, ça arrête, ça. Moi, ça fait 75 ans que je pêche, moi. Ah, lui, il va, lui. Je pêche encore. Moi, pareil, je pêche. Je pêche la truite dans la rivière chez nous. Monsieur Chasson, vous pêchez quoi, là? Hein? Moi? Ouais. Je pêche Dieu. Est-ce que vous avez un bateau à vous? Oui. C'est mon domaine, la mer. Oui, c'est ça, je le commence. Quand c'est que vous allez arrêter? Quand j'aurai la santé, je vais continuer. C'est tout le temps lui. Vous, Ferdinand, est-ce que vous seriez prêt à recommencer? Non, j'aurais de misère sur l'eau. Pour commencer back. On travaillait pour rien, c'était de misère. Mes enfants, il n'y a pas rien qui pêche, ils sont tous en allée, puis il n'y a plus rien qu'à bout du... Parce que j'en ai perdu 2 à la pêche, là. Il y en a 2, il y en a de 21 ans qui s'est perdu la vie. Ils sont tous les deux frères ensemble. Dans le bateau de l'idée d'Oriane, il y a de 21 ans, puis l'autre de 26 ans. Ça fait que je lui avais donné mon bateau. Quand j'ai arrêté de pêcher, je lui ai donné mon petit dragueur que j'avais. On lui a dit, papa, c'est trop petit. On a un gros bateau, puis c'est avec ça qu'on va... On est mieux là-dedans. Ça va en été, on a pêché 2 semaines, puis la 3e semaine, on a su qu'ils étaient perdus. C'est donc des très mauvais souvenirs pour vous? Oui, c'est pas des bons souvenirs pour commencer la pêche de nouveau. On les attend encore. Tu sais? Les attend, c'est pareil comme si ils allons venir. Tu sais? La pêche, c'est ça. Mais quel souvenir que vous en gardez de tout ça? Quand vous regardez ça, Un bon 10, souvenir. 20, 30 ans C'est après? un bon souvenir, oui. Un bon souvenir parce qu'on a pu travailler au moins. Les jeunes, ça ne sait pas travailler, ça. Les autres, Nos vieux parents Ils viennent nous envoient sur la travailler. terre aujourd'hui, voir ce qui se passe. Alors que la mer laisse dans son sillage les vestiges du passé et remue de vieux souvenirs à raconter aux nouvelles générations, le métier de la pêche se perpétue sur nos côtes acadiennes, d'une façon différente, certes, mais qui engendre la tradition de demain. Les goélettes se font de plus en plus rares sur les côtes acadiennes. Si elle a été un instrument de pêche privilégié des Acadiens d'une certaine époque, elle a aussi été un élément de prestige dans l'histoire de la navigation. Et aujourd'hui encore, elle suscite des passions, comme celle d'Omer Mallet de Saint-Simon, qui, au seuil d'une retraite tardive, vient de réaliser son rêve, celui de construire sa goélette. On retrouve Omer Mallet après la pause.